mon mari est un artiste. Enfin, c'est un peu exagéré. Il fait de l'art très moderne dans le style de Jackson Pollock. Je l'ai vu dans son atelier et il ne peint pas tellement qu'il jette de la peinture sur la toile avec ses mains nues. Étrangement, cependant, les gens paient de l'argent réel pour ses œuvres. Son tableau le plus récent, des éclaboussures de gris et de bleu sur une toile grise intitulée « Aube Océane », nous a rapporté 3 000 €. Il gagne un salaire complet avec ses œuvres, et même plus. Je ne comprends pas. Peut-être que les gens qui achètent ses œuvres sont plus intelligents ou plus cultivés que moi. Ils sont tous d'un type très spécifique, des hommes bien habillés avec des cheveux poivre et cils distingués, et des petites femmes blondes qui semblent n'avoir jamais mangé une part de gâteau de leur vie. Des gens avec de l'argent à jeter par les fenêtres. Cependant, s'il faut choisir entre un des tableaux de mon mari et un sac Louis Vuitton, eh bien, ces tableaux sont un peu moins laids que ces sacs. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont, les riches, avec les choses laides? Bref, je m'égare. La raison pour laquelle j'écris ceci, c'est parce que mon mari est parti rendre visite à sa famille depuis 2 semaines. Pendant son absence, j'ai géré l'affaire toute seule et j'ai remarqué des choses étranges. Son atelier est un très bel espace au centre-ville, grand et lumineux, rempli de tableaux du sol au plafond, et même s'ils sont laids individuellement, ensemble, il y a quelque chose de beau. Les différentes couleurs et types d'éclaboussures se complètent et s'harmonisent entre elles. Il est évident qu'ils sont tous faits par le même artiste. C'est peut-être pour cela qu'il en tire de l'argent. Ils ont un style distinct. On peut pointer du doigt un de SIS tableaux et dire avec certitude: c'est un tableau de Theodore Waters. Les gros pâtés de peinture, les couleurs qui ne vont pas du tout ensemble, c'est du Waters, ça. Je pourrais aussi mettre un peignoir et jeter de la peinture sur une toile sous les sons des chants grégoriens. Mais je ne pourrais pas créer des tableaux qui se ressembleraient toujours par leur style. Les premiers jours se sont bien passés. Nous avons eu un petit incident. J'ai failli vendre la mauvaise peinture à une femme qui achetait « Calme du soir ». Elle me semblait identique. Mais j'aimais ça. Après le travail, je me rendais à l'atelier pour quelques heures et regardais des drames sur Hulu en attendant le prochain client. Cependant, mercredi soir, les choses ont empiré. Mon iPad s'était chargé 20 minutes avant l'arrivée du dernier client. Donc, j'étais juste là, assise, à regarder les tableaux. Je me suis levée et les ai un peu déplacés. J'ai sorti celui qu'on devait vendre ce soir, Rêve de minuit. C'était l'un des moins laids, peut-être juste à cause de la palette de couleurs. Une toile noire, ou peut-être bleu foncé, parsemée de taches violettes, lilas, indigo et blanches, et seulement quelques gouttes de bleu océan coulant sur le premier plan. Je l'ai appuyé contre les autres tableaux et me suis rassis à la table, enlevant mes lunettes et me frottant les yeux. Maudites allergies. Quand j'ai relevé les yeux, je me suis figée. Sans mes lunettes, Rêve de minuit était maintenant flou. Et avec les taches floues aléatoires, j'ai vu une forme nette. Au centre de la toile, il y avait moins de taches, plus de ténèbres. Cela ressemblait exactement à la silhouette d'une personne. Un homme penché sur le spectateur,
le regardant d'en haut. J'ai remis mes lunettes, mais avec les taches nettes et les éclaboussures, je pouvais à peine distinguer l'image. Est-ce pour cela que les gens achetaient les tableaux de Théodore? Parce qu'il y avait une seconde image cachée? Cela n'avait aucun sens. J'avais vu Théodore créer certaines de ses peintures. Il jetait de la peinture sur la toile au hasard, en écoutant ses chants grégoriens apaisants, ou quelque chose de ce genre. Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse planifier où tomberait la peinture pour créer une seconde image, à moins qu'il ne revienne plus tard pour retoucher certaines des éclaboussures de peinture. Mais je n'avais vu aucune trace de pinceau qui l'indiquerait. Je me suis levée et j'ai sorti une autre peinture de Théodore, intitulée « Marbre rose ». Des taches de rose, de rouge et de blanc. Je l'ai appuyée contre « Rêve de minuit », suis retournée en arrière et ai enlevé mes lunettes. C'était une main couverte de taches de sang. Quelque chose en moi s'est retourné. J'ai ressenti la nausée. C'est juste de l'art, me suis-je dit. Les gens pratiquent constamment l'art extrême. Souviens-toi de ce tableau où un géant dévore un homme. Il est même exposé dans un musée, non? Il n'y a rien de mal à peindre une main ensanglantée. Il n'y a rien de mal à peindre l'ombre d'une personne, te regardant fixement. Et peut-être que je me trompe. Il n'y a pas tant de détails dans ces images. Juste une suggestion de forme. Cela pourrait être de la pareidolie, mon cerveau donnant des formes familières aux peintures, comme le test de Rorschach. Peut-être que ce sont vraiment des tâches aléatoires et que ce n'est que mon imagination. J'ai sorti une autre peinture. Celle-ci était assez laide, des teintes sales de marron et de vert sur les bords, une grande tache rose au centre. Son titre était « Fleurs de printemps ». Je l'ai appuyé contre marbre rose et suis reculée. J'ai fermé les yeux, expiré, enlevé mes lunettes, ouvert les yeux. Oh non! La tache rosâtre, maintenant floue et à distance, dessinait clairement les contours d'un corps de femme, allongé sur le sol, dans le sang. Pourquoi a-t-il peint cela? Et qui achèterait cela? Qui voudrait avoir chez lui une peinture représentant un cadavre? J'ai dégluti, la gorge sèche. J'ai remis mes lunettes et replacé la peinture dans la pile. Est-ce vraiment la raison pour laquelle Théodore gagne de l'argent? Il vend ses peintures à des pervers, suffisamment bien camouflés pour qu'on puisse les accrocher au mur pendant un dîner ou lors d'une visite de famille. J'ai écrit au client qui devait récupérer Rêve de minuit que je ne me sentais pas bien. Puis, je suis rentrée chez moi, sentant mon estomac se nouer, et je me suis enfermée à l'intérieur. Mais je ne me sentais pas en sécurité même chez moi, parce que Théodore avait plusieurs de ses propres tableaux accrochés sur nos murs. Maintenant, en les regardant de loin, j'ai compris que la peinture dans notre salon représentait un gros plan d'un visage de femme, mais quelque chose de noir coulait de sa bouche. Du vomi? Une araignée? Pas assez de détails pour le dire avec certitude. Et le grand tableau dans notre chambre, accroché au-dessus du lit, montrait deux amants dans une étreinte, mais ils semblaient morts à cause de la teinte gris cendrée de leur corps. C'était morbide, et ça n'avait même pas de sens. Je me souviens de Théodore peignant ce tableau, celui avec les amants. Je l'avais observé pendant plus d'1 heure.
Il jetait simplement de la peinture au hasard, en écoutant cette étrange musique avec des chants qu'il mettait toujours. Pourtant, les formes floues représentaient clairement 2 personnes dans une étreinte. J'ai décidé de dormir dans la chambre d'amis cette nuit-là. Mais avant de le faire, j'ai fait l'erreur d'entrer dans l'atelier de Théodore à la maison. Pour une raison quelconque, j'avais laissé la lumière allumée. Alors, je suis entrée dans l'atelier, le cœur battant dans ma poitrine. Il était beaucoup plus petit que celui du centre-ville, seulement environ tant mètres carrés, avec une énorme pile de tableaux dans le coin. Quand j'ai tendu la main vers l'interrupteur, j'ai remarqué un dessin inachevé sur le chevalet. Je l'avais vu plusieurs fois ces dernières semaines. Mais maintenant, je le voyais autrement. J'ai enlevé mes lunettes et fait quelques pas en arrière, dans le couloir sombre. C'était une femme, allongée sur un plancher en bois sombre, baigné de sang. De plus, cette femme, c'était moi. Bien sûr, je ne pouvais pas en être sûre. Il n'y avait pas assez de détails. Mais par les couleurs, ça ressemblait à mon pull gris préféré. Mes cheveux éparpillés sur le sol. J'ai reculé. Puis, j'ai couru hors de la maison. J'ai conduit toute la nuit jusqu'à la maison d'une amie. Maintenant, je suis ici. Théodore a essayé de m'appeler, mais je n'ai pas répondu à ses appels. Je les ai tous envoyés vers la messagerie vocale. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois cette peinture. 6 taches de peinture qui ressemblent à mon corps mort. Je vis dans un appartement d'une seule pièce, tout à fait ordinaire dans une ville provinciale, tout à fait ordinaire. Ce n'est pas le bout du monde, mais il n'y a pas grand-chose à faire non plus. Pas de petit ami, quelques amis. Mon seul meilleur ami, je pense, est mon chat. Quelqu'un pourrait penser que c'est triste, mais je n'avais pas envie de changer cela. Le chat était vieux. Il vient de fêter ses 18 ans. Nous avons modestement célébré cette date, lui avec de la nourriture délicate, et moi avec une bouteille de bière bon marché. Il est devenu courant que j'appelle simplement mon animal de compagnie chat. Il y a longtemps, j'ai essayé de lui donner un surnom, mais le visage du chaton ne prenait cette expression heureuse bien connue que lorsqu'on l'appelait chat, et rien d'autre. Quoi qu'il en soit, le chat et moi avons traversé de nombreuses difficultés, et il semblait me comprendre au premier coup d'œil, pour ne pas dire au premier regard. C'est principalement de lui dont il sera question par la suite. Une soirée pluvieuse, je rentrais du travail chez moi. À l'époque, je travaillais comme gardien de parking. Le travail n'était pas difficile, mais je devais passer des heures assis dans la cabine de garde, car nous n'étions que 2 gardiens. Dans ma poche se trouvait un sachet de nourriture pour chat. La pluie tombait non pas comme d'un seau, mais plutôt comme de nombreux lances d'incendie. Alors, sur le chemin, j'étais trempée comme un chien et frissonnant de froid. En entrant dans le hall d'entrée avec des mains tremblantes de froid, j'ai ouvert la porte et suis entrée chez moi. Je me souviens encore très bien. La première chose qui m'a frappée, c'est le silence. Habituellement, mon retour après une absence de 24 heures est marqué par des miaulements joyeux et un petit bond de la boule de poil du haut de l'armoire sur mes épaules. Mais cette fois-ci, rien. Juste la sirène de la police qui hurle dans la rue. Après
Après avoir vainement essayé d'éloigner les pensées sombres, je suis entrée dans la seule pièce. Peut-être que l'animal dort, ai-je pensé. Personne. Le cœur lourd, je me suis dirigée vers la cuisine et j'ai vu le chat, étendu de manière inhabituelle dans un coin sous la table. En renversant le peu de meubles présents, je me suis précipitée vers lui, espérant que c'était un nouveau jeu et que le chat allait bientôt bondir, me gratifiant d'un regard rusé, triomphant du style « Ah, tu m'as fait peur !» Mais non. Quand j'ai relevé son corps pelucheux, sa tête retomba sans vie. Mort. Je suis tombée à genoux et j'ai pleuré. Non, je n'ai jamais été particulièrement larmoyant. Quand mon père est mort, je n'ai pas pleuré. Quand j'ai été licenciée, je n'ai pas pleuré. Mais maintenant, j'étais à genoux, pleurant à chaudes larmes, comme un petit enfant, berçant le chat mort comme un nourrisson. Je ne me souviens pas combien de temps je suis restée là. Après un certain temps, j'ai semblé m'éteindre. J'ai pris une pelle, une vieille boîte à chaussures, et je suis allée enterrer mon meilleur et unique ami. Je vivais à la périphérie, donc je n'ai pas eu à marcher longtemps avant d'atteindre la forêt. Après avoir creusé une petite tombe, j'y ai déposé le chat. Après avoir construit quelque chose ressemblant à une petite croix avec des brindilles et recouvert la tombe de pierre, je suis retournée chez moi. Là, sans me déshabiller, je suis tombée sur le lit et me suis endormie d'un sommeil agité. Je me souviens m'être réveillée plusieurs fois dans la nuit et avoir eu l'impression que le chat dormait à côté de moi comme avant. Mais à chaque fois que le sommeil partait, je ressentais le vide à côté de moi et mon cœur se serrait de douleur insupportable de la perte. Au réveil, déjà au petit matin, j'ai entendu de légers coups dans le couloir. C'était le son des pas de mon chat lorsqu'il marchait sur le sol nu. Touk touk touk, les petites griffes sur le bois. Touk touk touk. J'ai instinctivement appelé le chat, me suis retournée de l'autre côté, et soudain, un frisson m'a traversée. Je l'ai enterré hier. Sauteur du lit, partagé entre la joie et l'horreur, je me suis précipitée dans le couloir. Personne. On pourrait être surpris de voir à quel point la perte d'un animal de compagnie a pu me toucher. Mais chat n'était pas un simple animal domestique. Il était mon ami. Le lendemain, j'ai passé la journée à regarder la télévision sans réfléchir. Vers le soir, je suis descendue au magasin, y ai acheté une bouteille de whisky bon marché et l'ai bu seule, comme si je me souvenais de mon ami disparu. Quand les émissions sont devenues du bruit blanc, j'ai éteint la télévision et me suis dirigée vers le lit. En me déshabillant jusqu'aux caleçons, j'étais sur le point de me glisser sous la couverture chaude quand j'ai soudain entendu un léger miaulement. Un frisson de sueur froide m'a parcouru l'échine. La porte était fermée, les fenêtres et les volets aussi, à cause du temps affreux. Cela signifiait qu'aucun chat errant ne pouvait entrer. Sur des jambes tremblantes, je me suis dirigée vers l'interrupteur. Clic. La lampe électrique a illuminé la pièce, laissant de longues ombres dans les coins. Encore personne. Regrettant le mauvais whisky, j'ai tendu la main pour éteindre la lumière. Quand soudain, j'ai vu dans un coin l'éclat caractéristique des yeux de chat, reflétant le faisceau de lumière. C'est à ce moment-là que j'ai été paralysée. Oubliant de respirer, j'ai regardé les yeux de chat brillants dans le coin. Quand mes poumons ont commencé à brûler par manque d'air, un ronronnement satisfait de chat s'est fait entendre et l'éclat a disparu, comme si un chat invisible avait dévié la tête de la lumière.
ou simplement fermer les yeux. Avec une main tremblante, j'ai attrapé la lampe de poche que je garde près de l'interrupteur, au CA où il y aurait des pannes de courant, ce qui est courant dans notre quartier. Trouvant la poignée en plastique lisse, j'ai appuyé sur le bouton et le faisceau de lumière a frappé le coin, chassant les ombres. Dissipant mes maigres espoirs de voir un chat errant dans le coin, le faisceau a balayé les vieux papiers peints et limés, le bord du canapé, et rien d'autre. J'ai grogné doucement et éteint la lampe de poche. Cette nuit-là, j'ai dormi avec la lumière allumée. À plusieurs reprises, le ronronnement de chats et le léger bruit de leurs pattes résonnaient depuis le couloir et les coins sombres. Après quelques heures, épuisée par la peur, je me suis finalement endormie. Je me suis réveillée au son strident de mon réveil, avec une étrange sensation de tranquillité. Pourquoi ? Probablement à cause du ronronnement et du fait que je caressais machinalement un flanc de chat chaud. Dire que j'ai ouvert les yeux brusquement serait un euphémisme. Je les ai écarquillés et j'ai vu que je caressais le vide. J'aurais juré que quelques secondes auparavant, je sentais sous mes doigts le pelage de chat doux et soyeux. Je sentais le flanc du chat se soulever et retomber au rythme de sa respiration. Et maintenant, le vide. En touchant la couverture, j'ai retiré ma main. La couverture était froide. Non, pas juste froide. Glaciale. Comme si on y avait posé un sac de glace. Avec un calme étrange, je me suis levée. J'ai appelé mon chef et pris un arrêt maladie. Dès que l'appel s'est terminé, je suis sortie de l'appartement en trombe sans fermer la porte derrière moi. Et c'était peut-être là mon erreur fatale. Après avoir déambulé dans la ville pendant plusieurs heures, j'ai commencé à essayer de penser logiquement. J'ai même lancé un long discours sur les dangers de l'alcool et des crises nerveuses, ce qui a valu un regard méfiant d'une vieille dame qui s'est dépêchée de marcher plus vite pour éviter le drôle de personnage. Et là, c'est arrivé. Je suis calme. Ma ferme résolution d'entrer dans l'appartement et de fouiller chaque coin fondait comme neige au soleil à mesure que je me rapprochais de chez moi. En arrivant devant la porte, j'ai remarqué qu'elle était entr'ouverte. Et oui, je ne l'avais pas fermée quand j'étais partie en hâte. Après avoir pris une grande inspiration, j'ai poussé la porte et fait un pas à l'intérieur. C'était déjà le soir. Oui, c'est le temps que j'ai passé à essayer de me convaincre d'entrer dans mon propre appartement, faisant des tours en ville. Le couloir était sombre, mais une mince lueur de lumière filtrait sous la porte de la chambre. J'ai entendu des pas et clairement un chuchotement humain. Des voleurs. J'ai reculé, espérant que les vieux planchers ne grinceraient pas sous mes pas. Je vais sortir et appeler la police. Mais, comme on dit, tout ne s'est pas passé comme prévu. La maudite planche a émis un grincement fort et désagréable. Aussitôt, la porte s'est ouverte en grand et une forte main masculine m'a tiré dans la chambre. Je n'avais pas grand-chose à voler, mais pour les drogués, chaque centime compte. C'est ainsi que j'ai identifié les deux hommes comme des toxicomanes, retournant ma pièce confortable, sens dessus-dessous. Leurs mouvements nerveux, leurs visages émaciés, mais en même temps une force désespérée, comme celle d'un rat acculé dans un coin. L'un d'eux me tenait la bouche, appuyant sur mon artère carotide
avec mon propre couteau de cuisine, tandis que l'autre cherchait des objets de valeur. « Où gardes-tu l'argent, enfoiré ?» Le couteau s'est enfoncé dans ma peau, laissant une égratignure peu profonde pour le moment. « Termine avec lui et viens m'aider », a rugi le deuxième, continuant de vider le contenu de l'armoire sur le sol. Je dois avouer, je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Et je n'ai jamais été lâche. Mourir, autant le faire courageusement, sans larmes ni supplications. Cet instant, j'ai remarqué un mouvement étrange dans l'obscurité sur l'armoire, comme si les ombres s'étaient épaissies et avaient pris la forme d'un petit corps duveteux. 2 yeux de chat ont brillé, puis un son, pas un ronronnement, mais plutôt un grognement doux, celui que font habituellement les chats de rue prêts à se battre. Puis, l'attaque. Le chat est tombé comme un faucon sur la tête du toxicomane, déchirant sa gorge d'un coup de griffe. Un saut de son corps flasque jusqu'à mon visage. J'ai instinctivement fermé les yeux, senti le contact de la fourrure sur mon visage, tandis que le toxicomane, tenant le couteau, tombait silencieusement au sol. Craignant de bouger, je me tenais au milieu de la pièce, les yeux fermés, tandis que les 2 corps autour de moi se vidaient de leur sang et que les pas légers de la créature qui avait autrefois été mon chat résonnaient. J'ai entendu un ronronnement satisfait et le chat a frotté contre ma jambe. Rassemblant mon courage, j'ai ouvert les yeux. Les voleurs étaient là. L'un essayait de comprimer la plaie béante sur le cou avec des mains affaiblies. Le corps du deuxième et la tête. La tête de l'homme qui m'avait menacé avec un couteau était à environ 1 mètre de son corps. Mais la créature qui avait infligé cela à 2 hommes adultes n'était nulle part, et je n'ai pu que remarquer un éclat du coin de l'œil, comme si quelqu'un me faisait un clin d'œil depuis l'ombre derrière l'armoire. Victor se promena dans la pièce, touchant affectueusement les vieux papiers peints de S et mains, s'assit sur le canapé tordu couleur cerise pourrie, évita le ressort qui dépassait de la garniture, s'étira et posa ses mains derrière sa tête avec satisfaction. Maintenant, il avait son propre appartement. Oui, ce n'était peut-être pas le plus grand, situé dans un vieux bâtiment, avec des plafonds qui s'effritent et une salle de bain ressemblant à Carthage après la 3e guerre punique, mais c'était le sien. De plus, il l'avait eu pour une somme dérisoire, selon les standards parisiens. Lorsque Victor avait demandé pourquoi l'appartement était si bon marché, l'agent immobilier détournait les yeux avec embarras et marmonnait quelque chose sur l'absence de concierge, un robinet qui fuit et d'autres sottises. En réponse, Victor se contentait de sourire en coin. Il savait, grâce aux conversations préliminaires avec les voisines âgées, que l'appartement était mauvais. Qu'au cours des 2 dernières années, 4 locataires y avaient essayé de s'installer et aucun n'avait survécu plus d'1 semaine. Que parfois, la lumière s'allumait et s'éteignait d'elle-même dans l'appartement. Que des ombres semi-transparentes apparaissaient parfois aux fenêtres la nuit. Cela convenait parfaitement à Victor. Il ne reconnaissait ni les préjugés ni les superstitions. Dès le premier jour, Victor a organisé ses modestes affaires dans une armoire et 2 tables de nuit. Il s'est lavé,
s'adaptant difficilement à la manipulation des robinets en laiton d'aspect ancien. Il a cuisiné et mangé des spaghettis, s'est installé sur le seul canapé et a commencé à savourer la vie. Soudain, la lumière dans l'appartement a clignoté quelques fois. Il a semblé devenir plus sombre. Victor s'est levé du canapé, s'est approché de l'interrupteur et a appuyé sur le bouton. Rien n'a changé. Victor a haussé les épaules, s'est retourné et s'est figé, comme pétrifié. Au milieu de la pièce, entre le canapé et le vieux téléviseur noir et blanc, se dessinait un sinistre silhouette sombre. « Oh mon Dieu !» murmura Victor, « les grands-mères ne m'ont pas trompé. » La silhouette leva la tête, ouvrit une bouche noire dans un cri silencieux et tendit la main vers Victor. Il hésita quelques secondes, puis passa imperturbablement devant le fantôme, prit son sac sous la table, en sortit quelques feuilles de papier et les jeta sur la table. Le fantôme regardait avec perplexité ses actions, mais ne baissait pas la main par précaution. Michael, n'est-ce pas? Mort dans cet appartement il y a 3 ans, n'est-ce pas? Je suis Victor. Victor se présenta à nouveau. Oui, veuillez vous asseoir. Asseyez-vous. Vous devez être surpris. Vous pensiez probablement que quand je vous verrais, je mourrais de peur ou je m'enfuirais. Le fantôme a acquiescé. C'est ainsi que les gens normaux sont censés réagir à un fantôme. Victor sourit tristement. Voici, regardez, j'ai apporté des papiers. Pas que j'y crois vraiment, mais juste au cas où. Alors voilà. Victor agita un feuillet devant le visage du fantôme. C'est mon bulletin de salaire. Poste, mécanicien, salaire, 3 000 € par mois. Vous voyez, n'est-ce pas? Le fantôme de Michael abaissa finalement la main, regarda attentivement la feuille, puis acquiesça. Et ceci, continua Victor, en prenant une pile de feuilles agrafées ensemble. C'est mon contrat avec la banque, pour le prêt hypothécaire sur cet appartement, sur une durée de 10 ans, avec un paiement de 2 000 € par mois. Vous voyez? Maintenant, sur les 3 000 € de salaire, je dois en donner 2 000 à la banque. C'est vraiment effrayant. Alors, excusez-moi, mais je ne vais pas avoir peur de vous, et encore moins partir de cet appartement. Le fantôme leva les mains en signe de résignation et soupira silencieusement. Ainsi commença la cohabitation entre Victor et le fantôme de Michael. Selon les ragots des voisins, le vieil homme était plutôt pacifique de son vivant, mais sa famille ne l'aimait pas pour avoir tardé à rendre son âme à Dieu et avoir occupé un précieux logement parisien. La cause exacte du décès de Michael reste un mystère. Mais par une sorte de caprice surnaturel, après sa mort, il ne libéra pas le logement. Il continua donc à y résider, effrayant par malice tous les locataires successifs, jusqu'à l'arrivée de Victor. Ce dernier n'avait rien contre la cohabitation avec l'âme tourmentée de Michael. Car heureusement, la banque ne facturait pas de frais supplémentaires pour la présence d'un fantôme. 6 jours par semaine, Victor se rendait consciencieusement au travail. Il partait tôt le matin et rentrait tard le soir, fatigué et affamé. Pendant le dîner, il racontait toutes les nouvelles fraîches à Michael, le fantôme. Et lorsque les forces lui manquaient pour parler, ou plutôt monologuer, il se contentait de regarder la télévision et laissait l'esprit profiter de l'activité favorite de tous les retraités français. Le seul jour de congé de Victor était consacré au repos, à la lecture
aux réseaux sociaux, mais surtout au calcul de la somme restante due pour l'appartement. Il ajoutait, soustrayait, multipliait constamment, bien que CS calculs ne servent à rien, bien sûr. De plus, Victor avait affiché dans tout l'appartement des calendriers imprimés pour les 10 prochaines années et attendait avec impatience la fin du mois en cours pour le rayer d'un trait ferme de son plan. Victor n'avait pas vraiment de vie personnelle. Il avait peu d'amis et n'avait ni le temps ni l'argent pour les femmes. Cependant, un jour, Victor fit la connaissance d'une personne excentrique, membre d'une secte satanique, qui prétendait ne pouvoir ressentir un véritable orgasme que dans des maisons hantées. Victor a convenu avec le fantôme de Michael qu'il la terroriserait comme il se doit, mais au moment où l'intimité était censée se produire, il s'éclipserait temporairement. Sinon, Victor se sentirait gêné. Au début, tout se passait comme sur des roulettes. Victor a ramené la fille chez lui, l'a légèrement enivrée avec du calvados bon marché, et lorsque celle-ci est allée à la salle de bain, le fantôme de Michael est entré en action. Il a fait une expression effrayante et est apparu dans le miroir. La passionnée de sensations fortes, voyant un véritable fantôme, a poussé un cri déchirant, s'est évanouie et a mouillé son pantalon. En conséquence, au lieu de profiter des plaisirs de l'amour, Victor a passé la soirée à donner de la valériane à la fille tremblante et à laver son jean couvert de chaînes. Il n'a plus jamais tenté de telles expériences. Pendant leur vie commune, le fantôme de Michael a appris en détail tous les aspects du crédit immobilier français, car c'était le sujet de prédilection des monologues de Victor. Les paiements annuitaires et différenciés, l'assurance habitation et l'assurance incapacité de travail, les diverses commissions, les gels, le remboursement anticipé. Le fantôme comprenait désormais tout cela aussi bien qu'un employé de banque. Parfois, Victor racontait à Michael des histoires déchirantes sur les hypothèques, entendues chez des amis ou lues sur Internet. « Et voici encore une autre histoire », disait Victor, fixant l'écran de son ordinateur portable. Un jeune couple a contracté un prêt hypothécaire, mais la femme a découvert que son mari la trompait. Et ils ne peuvent pas divorcer. L'argent sera perdu. Et la maison? Qu'en penses-tu, Michael? Tu vois comment le crédit immobilier renforce les relations familiales. Le fantôme de Michael haussait les épaules avec perplexité. Le 3e mois, alors qu'il ne restait que 117 cases non biffées sur les calendriers, une lettre de la banque arriva. Victor s'assit sur le même canapé grinçant, d'où maintenant dépassaient 2 ressorts, ouvrit la lettre et commença à lire. Le fantôme curieux de Michael s'installa à côté de lui et bougea les lèvres silencieusement. Conformément à l'article 32 du contrat, en raison de la crise économique qui s'aggrave, l'augmentation du taux de la Banque centrale, la baisse du taux de change de l'euro, les intérêts sur votre prêt ont été modifiés. Le paiement s'élève à 3 000 € par mois. Le spectre de Michael a hoché la tête avec sympathie, a regardé Victor et a reculé d'horreur, les yeux grands ouverts, le regard vitreux, une horrible grimace sur le visage, la main crispée à la gorge. Victor, le fier propriétaire d'un appartement parisien de 32 mètres carrés, est mort subitement d'une hémorragie cérébrale. Son esprit, une sombre silhouette menaçante, s'est détaché de son corps, a flotté légèrement vers le haut, mais quelque part vers le plafond, il s'est suspendu.
et lentement est retombée sur le canapé, à côté du corps. « Je ne partirai pas d'ici », déclara sombrement le fantôme de Victor au fantôme surpris de Michael. « On attendra le prochain. » Je rentrais chez moi après le travail en hâte. Il faisait déjà sombre et froid. C'était décembre après tout. Comme je travaillais dans une ville et vivais dans une autre, je devais prendre le train de banlieue. Le matin, pour aller au travail, le soir, pour rentrer chez moi. Le trajet prenait un peu moins d'1 heure. Aujourd'hui, c'était vendredi, j'étais de bonne humeur. En montant sur le quai désert, j'ai commencé à attendre le train. Il n'y avait personne sur le quai. Il était situé à l'écart et il y avait toujours peu de monde ici. Mais aujourd'hui, c'était complètement vide. Sortant mon téléphone, j'ai commencé à chercher quelque chose sur Internet. Le train est arrivé silencieusement et j'ai même été agréablement surpris qu'il soit arrivé 5 minutes plus tôt. Ce n'est pas souvent le cas. Ce fait a seulement ajouté à ma positivité et j'ai littéralement sauté dans ces portes ouvertes. Je voulais déjà me réchauffer dans le wagon chauffé. En entrant dans le wagon, j'ai immédiatement senti mon humeur s'améliorer encore de plusieurs points. De plus, le wagon était complètement vide, donc je pouvais m'asseoir où je voulais. C'était magnifique. Bientôt j'allais être chez moi et j'avais 2 jours de congé devant moi, avec plein de projets à réaliser. Dès que je me suis installée confortablement, le train a démarré et a commencé à prendre de la vitesse. J'ai essayé de me connecter à Internet, mais à ma grande surprise, la connexion avec le monde extérieur s'est soudainement interrompue sur mon téléphone. Je ne m'attendais vraiment pas à ça de la part de mon téléphone, avec ces 2 cartes SIM. Et les 2 n'étaient pas en réseau. J'ai redémarré mon téléphone. Même chose. Eh bien, peu importe. Ce petit désagrément n'a pas réussi à gâcher mon humeur. J'ai sorti mes écouteurs, allumé un livre audio et, en attendant le contrôleur, je me suis adossée au siège. Dans mes écouteurs, une voix monotone résonnait et je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, une pensée m'a traversé l'esprit. Aurais-je manqué ma station ? Mon cœur s'est mis à battre la chamade et j'ai immédiatement regardé l'heure. Ça fait déjà près d'1 heure que je suis en route. Ma station devrait être là, mais le train continue de filer à toute vitesse. La nuit, la lune et la forêt défilant à l'extérieur. Une forêt infinie de part et d'autre. Et toujours pas âme qui vive dans le wagon. Une sensation étrange s'est emparée de moi. J'ai regardé le panneau électronique avec le défilement des stations, mais il était vide. J'ai de nouveau vérifié mon téléphone, mais toujours pas de réseau. J'ai pensé que je devrais avancer à travers les wagons et demander aux gens quelle était la dernière station. J'ai mis mon téléphone avec mes écouteurs dans ma poche et suis allée dans le prochain wagon. Personne. J'ai continué. J'ai parcouru environ 5 wagons à moitié sombres. Personne. Mon regard est tombé sur le bouton d'appel d'urgence. Je m'approche et appuie. Des grincements sauvages et des sifflements m'ont frappé par les écouteurs et j'ai reculé de surprise. Des pensées tourbillonnaient dans ma tête et je ne savais pas quoi faire. J'ai regardé le frein d'urgence. Il était arraché. Ma main droite s'est levée pour me gratter la tête. Et c'est là que je me suis souvenu de ma casquette. Je l'avais laissée sur le siège, dans ce wagon
où je suis entrée à la gare. Je me suis précipitée en arrière pour la chercher. En chemin, j'ai remarqué que les freins d'urgence étaient tous déchirés. Cela n'a fait qu'augmenter mon inquiétude. Mais si j'avais su ceux qui m'attendaient sur le chemin de retour vers mon wagon, je ne serais pas retournée en arrière. Mais je ne savais pas. En gros, je traverse 3 wagons en direction de l'arrière. J'entre dans le suivant. Et de l'autre côté, ça entre dans le wagon. Quand je l'ai vu, je suis restée pétrifiée juste devant les portes. La sueur m'a envahie et mes jambes ont failli flancher. Et un râle est sorti de ma gorge. Il était immense, large, et venait lentement vers moi sur ses énormes pieds nus. La forme des pieds ressemblait à ceux d'un être humain, mais en beaucoup plus grand. La taille de chaque pied était celle d'une luge pour enfants. Dans le wagon, une seule lampe poussiéreuse brillait, éclairant la scène mystique qui me semblait être un rêve. Ces énormes mains, avec des paumes comme des seaux d'excavatrice, touchaient presque le sol. 6 doigts étaient aussi épais que mon bras, et il devait se courber pour passer sous le plafond du wagon. Son ventre énorme pendait au-dessus de son pantalon. Cette créature mutante était habillée dans l'uniforme du contrôleur, qui était aussi surdimensionné, mais qui craquait aux coutures sous la pression de son corps. L'uniforme était sale et déchiré. Par-dessus son épaule pendait une grande sacoche de cuir de contrôleur usé. Mais le plus effrayant était sa tête chauve gigantesque, toute cicatrisée, sans globes oculaires, avec des paupières cousues. Sa bouche était si grande qu'un melon moyen aurait pu y tenir entièrement. La créature avançait lentement, explorant chaque siège avec ses énormes mains. Il inspectait attentivement tout l'espace dans le wagon. Il palpait sous les sièges eux-mêmes et même les étagères à bagages. Pendant ce temps, il marmonnait quelque chose d'incompréhensible, grognait, ronflait et gémissait. Parfois, on pouvait distinguer des mots grondants. « Veuillez présenter votre billet », puis à nouveau des grognements et des bruits incompréhensibles. Le wagon a alors secoué, dissipant ma stupeur. Je me suis rapidement retournée et me suis précipitée en arrière. J'ai parcouru 10, peut-être même 15 wagons, jusqu'à ce que la silhouette d'une personne assise à ma droite me passe devant les yeux. Mon cerveau n'a pas réagi immédiatement à cette information, et mes jambes ne voulaient pas s'arrêter de peur. Mais j'ai réussi à me stopper près du vestibule grâce à ma volonté. Je me suis retournée pour regarder l'homme qui somnolait près de la fenêtre vers le milieu du wagon. Je me suis précipitée vers lui pour le réveiller. Et quand je l'ai agrippé par l'épaule, il s'est réveillé. « Courons d'ici, sinon on est fichu. Il y a un monstre là-bas !» ai-je crié avec agitation. « Oh, vous avez rencontré le conducteur !» sourit amèrement le passager. Je suis restée stupéfait par son calme. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais toutes les paroles se sont définitivement embrouillées dans ma tête. Ne vous inquiétez pas. Asseyez-vous, je vais tout vous expliquer, proposa l'étranger. Son ton calme a eu un effet sur moi. Mes jambes se sont transformées en gelée et je me suis assis en face de lui. Entre nous et le contrôleur des wagons, il y a environ 10 à 12 wagons, comme vous l'avez probablement remarqué. Le contrôleur est aveugle et se déplace très lentement. Il lui faut environ 20 minutes pour fouiller tout le wagon, le vestibule « Qu'est-ce qui se passe ici ?» ai-je tiré,
la première chose qui me soit venue à l'esprit. Je m'appelle Michael. Je suis un passager du train fantôme. Et maintenant, vous l'êtes aussi. Je me suis calmée et j'ai regardé mon compagnon de voyage. Il était 2 fois plus âgé que moi, d'environ 60 ans. Avec un air intelligent, une petite barbe grisonnante, une casquette sombre légèrement froissée sur la tête, et il portait un manteau sombre qui semblait également un peu froissé. Cette électrique est qualifiée de fantôme parce qu'elle n'apparaît pas sur les horaires réguliers. Elle ne suit pas les voies habituelles et elle transporte des passagers vers des destinations inconnues. Quant à votre station, nous ne pouvons pas encore le dire avec certitude. Votre station n'existera pas. Ce train se trouve dans une autre dimension par rapport à notre monde, dit Michael avec sympathie et continua. Vous aurez du mal à tout comprendre maintenant, mais je vais essayer d'expliquer. La situation est la suivante. Nous avons atterri dans une dimension parallèle. Ce train s'arrête parfois dans des gares pour prendre des passagers. Mais il prend des passagers de notre dimension pour les emmener dans cette dimension parallèle. Il ne prend qu'un seul passager à la fois. Et il est impossible de retourner dans notre monde une fois à bord. Comment ça ? Ai-je demandé, incrédule. Regardez par la fenêtre. Que voyez-vous ? Dit-il. Bien sûr, il fait sombre, continua-t-il. C'est exact, confirma mon interlocuteur. Dans ce monde, c'est toujours la nuit. Et le train file à travers une taïga hivernale infinie. Des arbres de chaque côté. Une mer infinie de conifères. Et le froid. Je voyage depuis plus d'1 mois déjà. Bien que le concept de temps soit très relatif ici. Et rien ne change à l'extérieur. Seules quelques stations apparaissent de temps en temps. Abandonnées, désertes, au milieu de la taïga sans fin. Et après que le train y fait une halte, un nouveau passager apparaît à bord. C'est vous qui êtes monté à la dernière station. Pourquoi n'êtes-vous pas sorti du train à ce moment-là ? Ai-je demandé. Celui qui en sort reste sur une station abandonnée au milieu de la taïga glaciale de ce monde étrange. Et il meurt soit de froid, soit... Là, mon interlocuteur s'est tu. Quoi ? Soit ? Murmurai-je. Savez-vous vu le contrôleur ? Demanda-t-il. Alors, imaginez-vous quel monstre se cache dans cette taïga. Ce train, tel un clapet anti-retour, fait entrer des gens de notre monde dans le leur. Mais comment revenir ? Je ne sais pas. Tout cela ressemblait à une sorte de délire ou à une mauvaise plaisanterie. Ce soir, je suis montée dans le train pour rentrer chez moi. Et me voilà, je ne sais où. Le réseau ne fonctionne pas. Je ne peux pas sortir. Mais il doit bien y avoir une sortie. Écoutez. Et si nous avancions dans le sens de la marche du train, nous pourrions bien atteindre la locomotive. Et là, il y aurait des mécaniciens. Je me mis à raisonner. C'est inutile, m'interrompit mon compagnon. Premièrement, j'ai même peur d'imaginer à quoi ressemblent les mécaniciens ici. Et deuxièmement, le train est infini. Comment est-ce possible ? Je me demandais. Et n'oublie pas, mon ami, que nous sommes dans un autre monde. Les lois de notre monde ne s'appliquent pas ici. Je me déplace en avant à travers les wagons depuis plus d'1 mois. Le contrôleur me pousse. En gros, elle n'a pas de début, mais elle se termine juste derrière le contrôleur. Quand il passe dans un autre wagon, celui-ci disparaît instantanément, comme s'il se dissolvait dans l'air. Et qui est ce contrôleur ? Ai-je demandé. Un des habitants de ce monde, a-t-il expliqué.
Ce monde est peuplé de mutants, chacun étant adapté à une tâche spécifique. Outre le contrôleur, il y a des ouvriers des routes, des caissiers au guichet des gares et même des forces de l'ordre. Ils sont tous extrêmement agressifs et nous ne sommes que de la nourriture pour eux. J'ai vu le contrôleur manger Herman. Il l'a attrapé avec ses griffes comme un petit pain, a d'abord mordu sa tête, puis a avalé tout Herman sans laisser une seule miette. Rien que d'y penser, mes jambes tremblent encore. Qui est Herman ? Ai-je soupiré. Herman est devenu un passager quelques jours après moi, commença à expliquer Michael. Je compte les jours avec ma montre bracelet, car il n'y a pas de soleil ici. Et puis, Herman a eu l'idée que l'on peut quitter le train en se retrouvant derrière le contrôleur. Et Herman a décidé de se cacher sous un siège, espérant que le contrôleur soit aveugle et ne le trouve pas. Mais le contrôleur l'a trouvé. J'ai essayé de dissuader Herman, se lamentait Michael, mais il ne m'écoutait pas. Et moi, je me tenais dans le vestibule et je regardais. Et quand le contrôleur l'a attrapé, ensuite, ce craquement de crâne. En gros, un spectacle horrible. Après avoir vu ça, j'ai dû courir 20 wagons. Je ne pouvais pas me calmer. J'ai encore des frissons dans le dos. Michael s'est tu, et moi aussi, je ne savais pas quoi dire. J'essayais de construire une image cohérente de ce qui m'arrivait. Mais ce n'était pas facile. Mon cerveau ne pouvait pas concevoir un train infini, ne pouvait pas comprendre comment j'avais été transportée dans un autre monde, et que faire de tout cela. « Mais n'as-tu pas faim ?» demanda Michael d'une manière paternelle. Sa question m'a arraché au chaos de mes pensées, et j'ai senti une faim bestiale me saisir. « Oui, un peu », ai-je répondu, gênée. Michael a sorti un sac de sport de sous le banc et a commencé à en sortir des paquets. « Voici du poulet, du pain, des tomates, des concombres, du soda », énumérait-il. « Mais d'où vient toute cette nourriture ?» ai-je demandé, surpris. « Vous êtes ici depuis longtemps pourtant. C'est une autre étrangeté de ce train, » a-t-il expliqué en déballant la nourriture. En avançant à travers les wagons, nous découvrons dans certains d'entre eux différentes sacoches avec de la nourriture et de l'eau. Elles ressemblent à s'y méprendre à celles qu'un passager aurait oubliées en descendant à sa station. Mais d'où viennent réellement ces sacoches ? Nous ne le savons pas. On dirait que quelqu'un ne veut pas que nous mourions de faim ici. Est-ce qu'il y a d'autres passagers en plus de nous ici ? Ai-je demandé en mâchant du poulet. Oui, John et Sergei. Mais ils sont partis bien en avant. Un jour, John a trouvé une note qui disait qu'il y avait un portail dans le train, par lequel on pouvait retourner dans notre monde. Un passager inconnu expliquait dans la note que ce portail se déplace constamment en avant, à travers les wagons, qu'il est synchronisé d'une manière ou d'une autre avec le contrôleur, et qu'il se trouve toujours en avant de lui d'environ 1000 wagons. C'est pourquoi ils sont partis le chercher. Ils pensent qu'ils trouveront une sortie. Michael racontait en coupant des tomates et du pain. Mais je pense qu'il n'y a pas de portail, donc je ne me presse pas. Dans le ciel, au-delà des fenêtres, la lune immense brillait d'une lueur pâle, illuminant la taïga infinie. Les roues, tels les sabots d'un cheval mythique, frappaient régulièrement la voie ferrée. 2 personnes mangeaient du poulet dans la pénombre d'un wagon vide, d'un étrange train sans début, filant vers une destination inconnue à travers les vastes étendues d'un monde incompréhensible. Il est difficile d'imaginer une image plus mystique, ai-je pensé. Il est temps pour nous de partir, déclara Michael en regardant sa montre. Le contrôleur sera bientôt là.
Oui, d'ailleurs, vous ne vous êtes pas présenté, jeune homme. Comment vous appelez-vous? A-t-il continué. Valentine, ai-je répondu. Enchanté, murmura-t-il en se levant. Allons-y, Valentin. Partons d'ici avant l'arrivée du contrôleur. Michael a pris son sac et nous avons marché à travers les wagons vides, loin du contrôleur. Compte les wagons que nous avons traversés et je ferai de même. Ensuite, nous comparerons, m'a-t-il dit, et j'ai commencé à plier les doigts en passant à travers le prochain wagon. Nous avons traversé 7 wagons et devant la porte du 8e, Michael s'est soudain arrêté et a levé la main. J'ai compris son geste et me suis figé aussi. Une seconde plus tard, il a pointé du doigt l'espace sombre du wagon devant nous. J'ai regardé de plus près et j'ai vu un homme allongé par terre. Il était entre les rangées de sièges, ses pieds dirigés vers nous, et quelque chose de blanc était serré dans sa main droite. L'homme ne bougeait pas. Seul le train le balançait d'un côté à l'autre. De temps en temps, commença à chuchoter Michael, le train électrique offre aux passagers une voiture surprise. Les surprises peuvent être différentes, mais en règle générale, toujours mortellement dangereuses. Comme si un expérimentateur malveillant menait des expériences dangereuses sur nous. À ces moments-là, il faut être extrêmement prudent. Que devrions-nous faire? Chuchotai-je. Reste ici, et moi je vais jeter un coup d'œil, commanda doucement Michael. Il déposa son sac par terre, écarta lentement les portes du wagon, juste assez pour se faufiler sur le côté. Puis, se déplaçant furtivement, se dirigea vers la silhouette sur le sol. Moi, prêt à lui venir en aide à tout moment, je restais à observer. S'approchant du corps allongé au sol, il se pencha, puis le toucha de sa main et se recula brusquement après une seconde, avant de s'asseoir près du siège. Ensuite, d'un geste, il me fit signe de m'approcher. Je m'approchai prudemment. « C'est Sergueï », dit Michael avec tristesse. « Il est mort. » Il se pencha et retira une feuille de papier de la main de Sergueï. C'était une note de John. « Je n'ai toujours pas compris ce qui s'est passé », écrivait John dans sa note. « Sergueï a dit qu'il voulait aller aux toilettes et est resté dans le vestibule pendant que je suis allée dans le wagon suivant. Je l'ai attendu pendant une dizaine de minutes, puis je suis allée le chercher. Mais il n'était pas là. Je suis retournée en arrière de 3 wagons de plus. Rien. J'ai pensé qu'il avait décidé de revenir vers vous. Alors, je ne l'ai plus cherché. J'ai avancé à la recherche du portail, et après 14 wagons, je le vois sur le sol, mort. Aucun signe de violence. Mais comment a-t-il pu se retrouver devant moi, presque 10 wagons plus loin? Michael, soyez prudent. La merde. Et maintenant, que faire du cadavre? Il n'y a nulle part où l'enterrer. Et le laisser ici semble gênant. Peut-être devrions-nous le brûler? La crémation, c'est comme un enterrement après tout, proposai-je. Et laissons tout le wagon partir en fumée. Qu'avons-nous à perdre? En aucun cas. Ne pense même pas à mettre le feu à quoi que ce soit, s'inquiéta Michael. Nous avons déjà essayé de brûler le wagon. Nous avons pensé à l'incendier juste devant le contrôleur. Et si le contrôleur brûle dedans, nous arriverons dans notre propre dimension. Mais ça n'a pas marché comme prévu. Dès que nous avons commencé à allumer un feu avec les sièges, un pompier est apparu immédiatement. Il est apparu quelque part dans le vestibule depuis le côté du contrôleur. Un monstre, je te le dis, pas moins effrayant que le contrôleur, mais avec une vision claire et un casque en plus. Et il avait un bidon et un extincteur. Nous avons presque perdu la tête quand nous l'avons vu.
et il a éteint le feu de l'extincteur, le bidon à la main, et il nous a poursuivis. Il rugissait comme un taureau blessé. Il a donné des coups de pied dans les portes entre les wagons pour les ouvrir. Je ne sais pas combien de wagons nous avons couru pour lui échapper. Et quand je me suis effondrée, épuisée, j'ai pensé, c'est la fin pour moi. Mais il a disparu aussi soudainement qu'il est apparu. En résumé, je déconseille fortement de jouer avec le feu ici. Apparemment, il semble qu'on ne puisse pas vraiment expérimenter ici, fis-je remarquer, impressionné par le récit. Et à qui appartient ce bagage ? Dis-je, en pointant du doigt le sac à dos sombre sur le sol, sous l'un des sièges. Je ne sais pas, regardons, proposa Michael. J'ai posé le sac à dos sur le siège, ouvert la fermeture éclair, et nous avons commencé à examiner le contenu. Nous y avons trouvé plusieurs œufs durs, des tranches de saucisson fumé, un peu de pain, quelques pommes et une thermos de thé chaud. Dans la poche intérieure du sac à dos, nous avons trouvé un peu d'argent, environ 20 €, quelques reçus, des clés et un billet pour ce train. Et là, en voyant ce billet, une idée m'est venue. Michael, le contrôleur demande un billet. Mais que dirais-tu si nous essayions de lui présenter ce billet ? Après tout, nous nous retrouverons alors de l'autre côté du contrôleur et pourrons retourner dans notre monde. Eh bien, premièrement, nous n'avons qu'un seul billet, commença à raisonner Michael. Et deuxièmement, c'est dangereux. Et si quelque chose ne plaît pas au contrôleur, il pourrait nous avaler tout entier. Il faudrait d'abord expérimenter avec ce billet, mais à une distance sécuritaire. Et là, nous avons tous les deux regardé le corps de Sergueï. Le contrôleur, quand il le trouvera par terre sans billet, le dévorera de toute façon. Et nous ne pourrons pas le cacher nulle part. Mettons Sergueï sur le siège et glissons ce billet dans sa main. Puis observons ce que fera le contrôleur, proposa Michael. Je hochai silencieusement la tête. Nous avons agi ainsi. Sergueï ressemblait à un passager endormi. Nous l'avons assis près de la fenêtre. Dans sa main droite était glissé le billet trouvé dans le sac à dos. Michael et moi nous sommes retirés vers le début du wagon et avons attendu le contrôleur, passant le temps en discutant. Après un certain temps, nous avons entendu le bruit des portes entre les voitures et avons réalisé que le contrôleur était arrivé dans notre voiture. Être dans le même wagon que lui était très désagréable et un peu effrayant. C'est pourquoi Michael et moi sommes sortis dans le vestibule et avons observé ce qui se passait à travers la vitre des portes fermées. C'était plus calme de cette façon. Nous avons vu le contrôleur se faufiler dans le wagon en murmurant quelque chose d'incompréhensible et commencer à fouiller méticuleusement tout l'espace. Il a passé sa main sur le siège où se trouvait le corps de Sergueï et a trouvé sa main tenant le billet. Il a pris délicatement le billet, puis a sorti un appareil de son sac et a inséré le billet. Une lampe rouge s'est allumée sur l'appareil et un long bruit désagréable s'est fait entendre. Le contrôleur a commencé à crier frénétiquement, a attrapé le pauvre corps et lui a arraché la tête d'un seul coup. J'ai eu envie de vomir, juste sur la vitre, à travers laquelle nous observions. Michael m'a attrapé par la main et m'a éloigné du contrôleur. L'expérience a échoué. L'appareil du contrôleur ne reconnaît pas les billets de notre monde. Nous étions submergés par le désespoir mêlé de déception. De plus, la peur nous poussait à nous éloigner le plus possible du contrôleur. Au début, nous marchions très vite, sans nous soucier des wagons.
Mais ensuite, la fatigue a pris le dessus. Nous avons donc fait une pause. Les wagons étaient variés. Certains étaient vieux, sales et rouillés. Ils sentaient mauvais et nous ne voulions pas nous y arrêter. D'autres étaient plutôt neufs et propres. Nous nous sommes installés dans l'un de ceux-ci. « Buvez une tasse de thé », murmura Michael, essoufflé, sortant de son sac le thermos que nous avions trouvé dans le sac à dos et quelques bonbons. Nous avons alors remarqué que le train commençait à ralentir. « Il semble que ce soit une gare », déclara pensivement Michael en regardant par la fenêtre. « Et peut-être un autre passager aussi. Eh bien, les passagers sont-ils absents à certaines stations ?» Je me suis étonnée. « Non », répondit-il. « Parfois, le train reste assez longtemps à la station, comme s'il attendait sa proie. Mais ce n'est pas toujours qu'il parvient à arracher une autre victime de notre monde. Pendant ce temps, le train est arrivé à la station et s'est finalement arrêté. Les portes se sont ouvertes avec un grincement. Quelque chose d'incompréhensible a sifflé dans les haut-parleurs. La station était un bâtiment à 2 étages, avec des fenêtres sombres et brisées. La plateforme vide de nuit était éclairée par quelques lampadaires faiblement éclairés. Dans le mur du bâtiment, on pouvait voir une seule fenêtre non brisée et grillagée, où une lumière faible brillait faiblement. Et au-dessus d'elle, on pouvait distinguer des lettres effondrées. Il était évident que c'était la billetterie. L'atmosphère de délabrement et de pénombre était vraiment mystique. « Puis-je aller en reconnaissance ?» demandai-je. « D'accord. Mais quand tu entends une voix dans les haut-parleurs, rentre immédiatement dans le wagon. Sinon, tu resteras là pour toujours. » « Et qu'y a-t-il dans le bâtiment ?» Je n'ai pas lâché prise. « Ne t'aventure pas là-bas », a mis en garde Michael. « Il y a des créatures là-bas dont tu ne seras pas ravi. Au fait, si tu vois quelqu'un dehors, cours de toutes tes forces vers le wagon. Ils ne viennent généralement pas ici. Apparemment, c'est interdit pour eux. Mais s'ils te trouvent dehors, ils te dévoreront. J'ai peur de sortir maintenant. Je ne sors jamais non plus, déclara Michael. Au-dessus de ce monde étrange planait une nuit glaciale éternelle. Mais j'ai quand même décidé de sortir du wagon, car j'avais un plan. J'ai décidé de me rendre à la billetterie et d'essayer d'acheter un billet. En sortant du wagon, j'ai ressenti un froid vif. Étrangement, il n'y avait nulle part de neige. Je n'avais remarqué cela que maintenant. En regardant autour de moi, j'ai vu de chaque côté, s'enfonçant dans l'obscurité, des forêts et des wagons. Est-ce vraiment sans fin ? Ai-je pensé en avançant lentement vers la billetterie. La fenêtre de la billetterie était floue, mais à travers le verre poussiéreux, on pouvait distinguer la silhouette du caissier. Il était impossible de discerner clairement l'occupant de la billetterie, et je n'en avais pas vraiment envie. En bas de la fenêtre, j'ai vu un plateau rouillé tiré vers l'extérieur. J'ai jeté 1 euro dedans, je l'ai poussé vers la billetterie et j'ai dit « 2 billets » en montrant 2 doigts à la fenêtre, au cas où le caissier ne m'entendrait pas bien. La silhouette dans la fenêtre s'est agitée et soudain le plateau avec l'euro a été poussé en arrière, tandis qu'à travers la fenêtre, on entendait un rugissement indistinct et des jurons. J'ai sursauté de surprise. Mon cœur battait la chamade. J'ai regardé l'embrasure de la porte du bâtiment. J'avais le malaise à l'idée que quelqu'un parmi ses habitants entende le bruit et sorte sur la plateforme. Mais tout s'est bien passé. Avec précaution, j'ai récupéré mes euros dans le plateau, puis j'ai tourné la tête vers le wagon et j'ai vu un mouvement.
En m'approchant, j'ai discerné sous le wagon le contour d'une silhouette. En fait, seulement sa partie arrière. À quatre pattes, et en glissant sa tête sous le wagon, il y avait un type énorme en gilet orange sale. À côté de lui se trouvait un marteau et un autre outil sur la plateforme. Sous le wagon, on entendait ces grognements mécontents et des bruits métalliques. Probablement, il réparait une sorte de panne dans la partie inférieure du wagon, probablement le mécanicien local. Et il ne m'a même pas remarqué, ai-je pensé avec horreur. J'ai eu envie de plonger immédiatement dans le wagon avant que le mécanicien ne me repère. Mais alors, j'ai remarqué qu'un badge rouge dépassait de la poche arrière de son pantalon sale. Probablement, c'est une carte d'identité de cheminot. Une idée m'est venue à l'esprit, et aussitôt, un plan a mûri. Je me suis approchée par derrière du mécanicien. J'ai rapidement sorti son badge de sa poche et je me suis précipitée vers la porte du wagon. Sa réaction a été purement animale et il s'est immédiatement jeté sur moi en rugissant. Perdant des secondes précieuses en montant les marches en fer du wagon, j'ai senti que le mutant me rattrapait déjà dans le couloir. En ouvrant les portes du wagon où mon Michael m'attendait, je me suis précipitée vers lui. Les portes n'avaient pas encore eu le temps de se refermer derrière moi que j'ai senti le mécanicien attraper ma jambe. Tombant par terre, j'ai réussi à m'accrocher à la grille sur le sol. Sur la plateforme, le mécanicien me tenait par la jambe. Michael, le visage terrifié, est venu à mon secours. Il m'a attrapé par les vêtements et a tiré de toutes ses forces pour me ramener dans le wagon. Des grésillements avec une annonce retentirent à nouveau dans les haut-parleurs. Puis, le train se referma avec un grincement et coupa les mains du mécanicien. Un cri sauvage retentit et le train repartit lentement. Qu'est-ce que tu as accroché ce mutant pour ? Michael cracha méchamment, reprenant son souffle. J'ai sorti de ma poche la carte d'identité volée et l'ai donnée à Michael. Et pourquoi en as-tu besoin ? Il a continué. Je vais le présenter au guichet et obtenir quelques billets locaux pour que nous puissions sortir de ce train. J'ai chuchoté. La théorie est certainement intéressante, a-t-il lancé. Mais à cause de cela, tu aurais pu perdre la tête. Allez, Michael. Tout s'est bien passé. Mais maintenant, à la prochaine station, je vais nous chercher des billets. J'ai déjà peur d'imaginer à quoi cela va ressembler. Il a continué à me taquiner en me rendant la carte d'identité. Je souris en ouvrant la carte d'identité pour regarder ce trophée. C'était aussi idiot que tout dans ce monde incompréhensible. Les lignes droites étaient composées d'un mélange de caractères cyrilliques et latins. Les majuscules et les minuscules étaient disposés dans un ordre aléatoire. Il était impossible de lire quoi que ce soit, mais tout était sérieux. Même la photo du propriétaire avec un gros tampon rond. Le visage ridé sur la photo était répugnant. Les yeux, l'un plus haut que l'autre, exprimaient une absence totale d'intelligence. La bouche souriait avec de gros et jaunes dents de cheval. 2 fentes à la place du nez et d'énormes oreilles complétaient le tableau. Eh bien, espérons que non. Sinon, ça pourrait devenir très compliqué. Ah oui, absolument identique. C'est juste incroyable. D'accord, partons d'ici, proposai-je. Je n'ai vraiment pas envie d'attendre le contrôleur. Il a pris son sac en silence. Et nous avons continué prudemment. Valentine, nous devons passer une dizaine ou une douzaine de wagons pour pouvoir manger tranquillement et faire une sieste, a déclaré Michael sans s'arrêter. Parfait, ai-je répondu en boitant légèrement.
Après la poigne de fer du mécanicien, ma jambe me faisait mal, mais j'étais prêt à endurer tant que nous nous éloignions du wagon ensanglanté et du conducteur qui approchait. Après avoir traversé 3 wagons, nous avons trouvé un grand sac en polyéthylène et un sac à main de femme. Le sac en plastique contenait une saucisse de qualité, du cognac, du cola, des fruits, du chocolat et un bocal d'olive. Le sac à main rose reposait à côté, ses strass scintillant faiblement. À l'intérieur se trouvait un ensemble de dames standards. Rien de très intéressant, sauf un choqueur électrique que nous avons emporté avec nous. Michael a transféré les produits trouvés dans son sac et nous avons continué notre chemin. Après 9 autres wagons, nous avons décidé de faire une pause. Nous avons sorti les provisions et nous nous sommes offerts un petit festin avec du cognac. Ensuite, la fatigue a pris le dessus et nous nous sommes assoupis. Je me suis réveillée quand Michael m'a secoué par l'épaule. « Qu'est-ce qui s'est passé, Michael ?» ai-je bondi. « Le train de banlieue s'est arrêté, » dit-il. Une autre station. J'ai regardé par la fenêtre. Dans l'obscurité, sur le quai désert, se tenait une guérite de billetterie en béton et à côté, sous un auvent rouillé, se trouvaient quelques bancs brisés. Tout, ce paysage nocturne, était éclairé par un lampadaire à peine vivant sur un poteau. La fenêtre de la billetterie scintillait faiblement, comme si une bougie y brûlait ou comme si une ampoule électrique avait un mauvais contact. Je suis sortie sur le quai et j'ai respiré l'air glacial. Michael se tenait dans le vestibule et me regardait. « Et Michael, pourquoi n'y a-t-il pas de neige ici ?» ai-je demandé doucement depuis le quai. « Dehors, c'est l'hiver, non ?»« Je ne sais pas, » répondit-il. « Depuis que je voyage ici, je n'ai jamais vu de neige. » Après avoir regardé autour de moi, je me suis approchée lentement de la fenêtre de la billetterie. J'ai glissé dans le bac rouillé une carte d'identité volée à un mécanicien, ainsi que 20 €. J'ai poussé le bac dans la trappe de la billetterie avec un grincement. Puis, j'ai prononcé fort 2 billets en montrant 2 doigts à travers la fenêtre. Une immense ombre bougea derrière le verre trouble. On entendit des murmures indistincts. Et quelques secondes plus tard, le bac ressortit. À l'intérieur se trouvait ma carte d'identité, mes euros et 2 billets en carton épais. À ce moment-là, une annonce incompréhensible retentit des haut-parleurs. Et je compris que le train allait partir. Attrapant tout ce qui était dans le bac, je me précipitai vers le wagon et parvins de justesse à entrer dans le vestibule avant que les portes ne se referment. « Alors ?» dit Michael avec impatience. J'ai lui tendu un billet. « Incroyable !» dit Michael en prenant délicatement entre ses mains la petite carte en carton avec un tampon et une série de lettres aléatoires. « Ce sont des billets locaux, » continua-t-il. « Oui, celui-ci est le vôtre et celui-ci est le mien, » ai-je montré mon billet. « Et en plus, ils sont gratuits. Apparemment, une seule carte d'identité suffit. » Pendant ce temps, le train prenait de la vitesse et nous sommes entrés dans le wagon pour nous asseoir sur le petit canapé. « Michael, attendons le contrôleur. Je me tiendrai debout dans l'allée et lui montrerai mon billet. Vous resterez un peu en arrière, également dans l'allée. Si jamais ce mutant n'aime pas le billet, nous aurons une chance de lui échapper. Mais si tout se passe bien, vous lui présenterez votre billet ensuite. » « Bon plan, » acquiesça Michael avec approbation. Après un moment, nous avons entendu la porte du vestibule claquer
et avons vu le contrôleur. Il avait du mal à passer à travers la porte du wagon. Son murmure inintelligible inspirait une sorte de terreur sourde. On avait envie de fuir immédiatement. Mais me maîtrisant, j'ai pris le taser de Mikhaïl par précaution et je suis allée au milieu du wagon. Tenant le billet dans ma main, je me tenais là, prêt à partir en courant au SEAS, où cela tournerait mal. Mikhaïl se tenait à 5 pas derrière moi, prêt à quitter le wagon dans la même disposition que moi. Nous savions que le contrôleur ne nous poursuivrait pas, mais sa réaction inhumaine nous incitait à rester sur nos gardes. En tâtant l'espace du wagon, il s'approchait lentement de moi. Dans son murmure, j'ai distingué à plusieurs reprises la phrase « Présentez votre billet ». Enfin, il a trouvé ma main tendue avec le billet, l'a pris soigneusement et a sorti de son sac son appareil de contrôle. Mon cœur battait à une vitesse terrifiante. Je serrais le taser dans ma main et me préparais à reculer si son appareil émettait ce désagréable bourdonnement. Ayant sorti son étrange petite machine, il y a inséré mon billet. La machine a émis un ronronnement satisfait, a émis un bref bip et une petite lumière verte s'est allumée dessus. Le contrôleur a retiré mon billet de la machine et après avoir murmuré « bien », il m'a tendu le billet. J'ai pris le billet et me suis assis sur le siège. Le contrôleur, explorant le wagon, s'est dirigé vers Mikhaïl. Voyant que les billets étaient en règle, il s'est un peu calmé et s'est également assis sur le petit canapé. J'observais la scène par-dessus l'épaule de ce mutant, mais j'avais peur de dire un mot pour ne pas gâcher notre chance. Mikhaïl, tout comme moi, a passé avec succès le contrôle. Et le contrôleur s'est ensuite faufilé dans le vestibule, l'explorant avant de passer au wagon suivant. Pendant un moment, Mikhaïl et moi sommes restés assis à nos places, perplexes, incapables de comprendre quoi faire ensuite. Notre wagon ne disparaissait nulle part, rien ne changeait. Le train continuait à traverser la nuit de la taïga. Ensuite, Mikhaïl s'est levé et est venu vers moi en silence. Il me regardait, et moi je le regardais. « Et maintenant ?» murmurai-je. « Je ne sais pourquoi. Je ne sais pas, » répondit-il. « Vérifions le wagon précédent, peut-être qu'il a disparu, » ai-je proposé. Et nous sommes allés vérifier. Lorsque nous sommes entrés dans le vestibule du wagon voisin et avons constaté qu'il n'avait pas disparu, nous sommes restés figés de surprise. Il y avait de la lumière dans le wagon et il y avait des gens à l'intérieur. Une deuxième vague de stupeur nous a submergés, Mikhaïl et moi. Nous sommes restés silencieusement dans le vestibule, regardant à travers la vitre de la porte les passagers. Il y en avait peu. Un jeune couple avec une petite fille qui courait dans le wagon, un homme sérieux avec une mallette et 2 grands-mères discutant animément. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés ainsi, mais c'est Mikhaïl qui a commencé à reprendre ses esprits en premier. « Je ne comprends pas », a-t-il dit lentement. « Sommes-nous revenus ? Et pourquoi notre wagon n'a-t-il pas disparu ?» On pouvait voir qu'il avait plein de questions qui tournaient dans sa tête. Son visage exprimait une certaine méfiance envers ce qui se passait, comme s'il soupçonnait que tout cela était une sorte d'expérience et que les passagers dans le wagon n'étaient pas réels. Ensuite, il s'est lentement retourné et est retourné dans notre wagon, a ouvert les portes du vestibule et nous avons vu qu'il y avait aussi de la lumière et des passagers à bord. Il y a juste 1 minute, c'était un wagon vide et sombre d'un train fantôme. Et maintenant,
il y a des passagers à bord. Ils continuent leur voyage, comme si de rien n'était. Valentin, notre wagon a disparu. À sa place, il y a un autre. Eh bien oui, ai-je répondu. Il semble que c'est ainsi que cela se passe. Il faut passer dans un autre wagon pour revenir dans notre monde. Mikhaïl a franchi le pas dans le wagon, moi derrière lui. Nous avons lentement marché dans l'allée, regardant les passagers, puis dans un autre wagon, puis dans un troisième. En regardant les gens, nous avions l'air ridicules. Et probablement, tout le monde nous prenait pour des sans-abri désorientés. Quant à nous, nous réalisions progressivement que nous avions réussi à nous échapper de l'horrible monde du train fantôme. Les gens autour de nous étaient réels. Tout le monde poursuivait ses propres occupations. Mikhaïl s'est tourné vers moi, des larmes dans les yeux. Apparemment, dans ce monde sombre, il avait perdu tout espoir de revenir un jour. « Nous l'avons fait », dit-il, et me serra dans ses bras comme un père. Je l'ai aussi serré dans mes bras. Une vague de joie nous a submergés. Nos jambes sont devenues molles et nous nous sommes assis sur les sièges. Nos visages rayonnaient de bonheur. Le train a commencé à ralentir et une voix féminine a annoncé que l'arrêt s'appelait 666e kilomètre. À ce moment-là, nous ne savions pas où nous étions, car chacun de nous avait embarqué dans ce train fantôme depuis des villes différentes. Mais apparemment, on ne pouvait en sortir qu'ici, sur le quai du 666e kilomètre. C'était ici que se trouvait le portail de retour. Il faisait toujours sombre dehors, mais c'était clairement un autre train. Et maintenant nous savions où nous allions. C'était notre monde. Comme la plupart des citadins modernes, je vis dans un immense édifice de béton. Je n'ai pas à me plaindre des conditions de logement. Un appartement spacieux pour un célibataire me suffit largement. Et je suis habituée depuis longtemps à la routine quotidienne, avec comme attribut incontournable les bousculades dans le bus et le travail au bureau. La vie s'écoule dans un flux régulier, chaque jour ressemblant au précédent. Et beaucoup diraient que c'est horrible, car tu dépenses littéralement ta vie à faire la même chose, sans aucun frisson ni nouvelle expérience. Mais personnellement, pour moi, des journées calmes et régulières, où rien ne se passe pour me stresser, sont un choix conscient et souhaité. Eh bien, je suis juste une personne ordinaire qui aime la tranquillité et l'ordre dans la vie. En tant que passe-temps qui brise la routine dans ma vie, j'ai la pêche, à laquelle je vais parfois les week-ends ou les jours fériés, et les jeux vidéo sur ordinateur après le travail. En général, je vis selon mon humble avis pas si mal. Comme le diraient les représentants des générations précédentes, c'est un péché de se plaindre, et je serais certainement d'accord avec eux. Au travail, je n'avais de relation particulière avec personne, mais je n'étais pas non plus impliquée dans des conflits. Les collègues étaient juste des collègues. Je n'avais pas de petit ami non plus, comme on les appelle maintenant, un solitaire jusqu'au bout des ongles. Cependant, le silence de l'appartement lorsque je rentre du travail me plaît beaucoup plus
que si c'était le bruit des voix de quelqu'un d'autre. En vérité, je ne suis pas tout à fait seule. J'ai un chat nommé Roseau. C'est un énorme matou, sans exagération, car c'est un Maine Coon pur sang. Vous vous demanderez probablement comment j'ai réussi à avoir un tel animal de compagnie. Mais c'est simple. Les amis proches de mes parents sont des éleveurs de cette race. Et j'adore les chats. C'est ainsi qu'à l'une de mes anniversaires, on m'a offert un chaton qui a rapidement atteint des dimensions vraiment énormes. Mais les dimensions de Roseau ne m'ont pas du tout dérangée, car il était calme et affectueux. Et surtout, il ne déchirait pas les papiers peints et n'allait que dans sa litière. De plus, Roseau était très intelligent. Parfois, en regardant dans ses yeux verts calmes, je me surprenais à penser qu'il me comprenait, littéralement. En général, notre vie avec Roseau s'écoulait de manière calme et paisible. Encore une journée au bureau, et comme d'habitude, je suis rentrée chez moi vers 7h30. Après avoir pris ma douche, changé de vêtements et rempli son bol de nourriture fraîche, je me suis affalée dans mon fauteuil devant l'écran de mon ordinateur. J'avais bien une télévision, mais la dernière fois que je l'avais allumée, je ne m'en souvenais même pas. Toutes les nouvelles, je les obtenais à partir de la page d'accueil de mon moteur de recherche. Comme d'habitude, j'ai jeté un coup d'œil au titre des actualités. Et là, la 3e nouvelle m'a accroché. Nouveau suicide en banlieue parisienne. En suivant le lien, j'ai été encore plus surpris, car il s'agissait de ma ville. Et quand j'ai commencé à lire l'article, j'ai vraiment ressenti un malaise, car cela s'était passé dans mon immeuble. Et là, je me suis souvenu qu'en partant travailler tôt le matin, j'avais vu plusieurs ambulances et voitures de police près de l'un des entrées. Mais je n'avais pas vraiment prêté attention à cela à l'époque. Et maintenant, ça me paraissait vraiment effrayant. Après avoir terminé l'article, j'ai décidé de me distraire un peu et j'ai mis une bonne comédie qui a rapidement amélioré mon humeur. Depuis cette soirée malheureuse, 2 semaines se sont écoulées et la série de suicides inexplicables a continué. Ils se sont tous produits dans des maisons différentes et à des moments différents. Et parfois, des familles entières mettaient fin à leur vie. Ce qui était particulièrement effrayant, c'est qu'il n'y avait aucune raison évidente à cela. Toutes ces personnes étaient absolument normales, sans problème grave dans leur vie. Personne ne comprenait ce qui avait pu les pousser à prendre cette décision tragique. Une fois de plus, en rentrant chez moi, j'ai passé ma soirée comme d'habitude. À la différence près que cette nuit-là, j'ai lancé une lessive, car demain était samedi et je n'avais pas besoin de me précipiter au travail le matin. Je pouvais tranquillement étendre le linge lavé. Je faisais souvent cela parce qu'après le travail, je n'avais pas envie de m'en occuper. Et comme ma machine à laver était silencieuse, elle ne perturbait pas mon sommeil. Je fus réveillée par un coup fort à la porte. Attrapant rapidement mon téléphone, j'ai regardé l'heure. Il était 2h du matin. Putain, qui diable viendrait cogner à ma porte au milieu de la nuit? En m'approchant de la porte, j'ai regardé par le judas. Mon voisin du dessous, George, se tenait derrière, vêtu d'un t-shirt usé et d'un pantalon de jogging. En un mot, il était évident qu'il était sorti de chez lui en enfilant les premiers vêtements qu'il avait trouvés. Il a de nouveau frappé à la porte, puis a
immédiatement appuyé sur la sonnette. Sachant qu'il n'était certainement pas venu pour emprunter du sel, j'ai ouvert la porte avec précaution et lui ai demandé « Bonsoir, Georges, pourquoi es-tu venu ? Et à une heure si tardive ?» Il a immédiatement répondu « Pourquoi ? Parce que tu me noies, c'est pourquoi je suis venu. » Je me suis précipitée dans la salle de bain et, à peine la porte ouverte, j'ai vu une énorme flaque d'eau sous la machine à laver. Merde, le diable m'a poussé à économiser 10 € et à acheter un filtre de vidange chinois au lieu de l'original. À propos, ma machine à laver avait déjà eu une panne auparavant. Le filtre de vidange s'était bouché, bien que, compte tenu du fait que la machine avait déjà 6 ans, ce n'était pas surprenant. J'avais un petit bâtard d'eau dans la salle de bain, donc l'eau n'avait pas inondé le couloir. Mais malheureusement, les sols n'étaient pas étanches, ce qui a causé pas mal d'ennuis à mon voisin. J'ai attrapé la première serviette que j'ai trouvée et je l'ai jetée par terre pour commencer à absorber l'eau. Puis, je suis sortie dans le couloir chez mon voisin. « Désolé, Georges, la machine a encore fui. Je vais nettoyer tout ça. On parlera d'une compensation demain. » Le vieil homme, soupirant immédiatement, a dit « Oh, ce n'est rien. Il y a juste un peu d'eau, une tache au plafond. Rien de grave. Ça n'a pas endommagé l'équipement ou les meubles. Donc, ce n'est pas si terrible. » Après cette brève conversation, le voisin s'est retourné et est retourné chez lui. Pour moi, c'était l'heure du nettoyage. Rassemblant tous les vieux torchons que j'ai trouvés dans la maison, je suis partie combattre les conséquences de cette économie qui m'avait coûté cher. En coupant l'eau de la machine à laver, j'ai commencé à ramasser méthodiquement l'eau du sol avec les serviettes et à les essorer dans la salle de bain. Après environ 15 minutes d'effort, j'ai réussi à tout nettoyer. Après m'être lavé les mains et le visage, je suis retournée me coucher. Mais juste au moment où j'allais m'endormir, j'ai été réveillée par le son strident de la sonnette de la porte d'entrée. Grommelant, je me suis levée à nouveau et me suis dirigée vers la porte d'entrée. Arrivée là, j'ai décidé de regarder par le judas avant d'ouvrir. C'est précisément cette décision, et surtout le fait d'avoir un chat, qui m'a sauvé la vie. Derrière la porte se tenait à nouveau Georges, et j'étais sur le point de déverrouiller la porte pour lui ouvrir. Mais alors, j'ai entendu un sifflement étouffé et un grognement bas derrière moi. Roseau était assis à l'entrée de ma chambre à coucher, fixant intensément la porte malgré la lumière dans l'appartement. 6 pupilles étaient dilatées à un tel point que ses yeux verts étaient entièrement noirs. Sa fourrure sur la queue était hérissée dans toutes les directions. Il s'était littéralement plaqué au sol. Sa bouche était constamment entr'ouverte. En un mot, le chat était dans un état de stress extrême. Je ne l'avais jamais vu comme ça auparavant, car il était habituellement très calme. Même chez le vétérinaire, il ne se comportait pas de cette manière. Je me suis éloignée de la porte et je l'ai pris dans mes bras. Mais Roseau continuait à fixer intensément la porte et à grogner. Il était clair qu'il y avait quelque chose de très mal. Le chat était très effrayé, ce qui signifiait qu'il y avait une raison à cela. Mais qu'est-ce qui aurait pu le terrifier autant ? Mon voisin était derrière cette porte, et il était venu il y a littéralement une demi-heure à peine. Et Roseau était complètement calme à ce moment-là. Mes pensées
ont été interrompus par un coup insistant à la porte, remplaçant le son de la sonnette. Déposant délicatement Roseau par terre, je suis retournée vers la porte et j'ai regardé à nouveau par le Judas. Georges était toujours là, de l'autre côté. Cependant, tenant compte de la réaction du chat, je n'ai pas précipité d'ouvrir. J'ai scruté attentivement le Judas, espérant repérer ce qui avait pu le terrifier ainsi, mais je n'ai rien vu d'anormal. Cependant, quelque chose m'a tout de même perturbée. Le voisin fixait le Judas comme s'il pouvait me voir à travers, ce qui était impossible. Et là, je me suis rappelé avoir lu quelque part que les chats peuvent sentir des choses surnaturelles, des choses que les humains ne ressentent pas et ne peuvent pas voir de leurs propres yeux. Je suis rapidement retournée dans la chambre. J'ai pris mon téléphone et je suis revenue à la porte. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais une idée m'est venue à l'esprit. Peut-être que si je regarde par le Judas avec la caméra de mon téléphone, je pourrais voir plus que ce que mon œil nu peut percevoir. Cette idée m'est venue car dans de nombreux films et séries, le surnaturel peut être vu uniquement à travers l'objectif d'une caméra. Malgré un fort sentiment de malaise à l'idée d'un jeune de 25 ans regardant par le Judas de la porte de son voisin avec son téléphone dans l'espoir de voir un fantôme, j'ai quand même activé le mode caméra de mon smartphone et je l'ai approché du Judas. Quelque chose d'étrange sur le plafond, juste au-dessus de mon voisin, a attiré mon attention. C'était tout en haut de l'écran et je l'ai remarqué du coin de l'œil. J'aurais juré qu'il y avait quelque chose là-haut, quelque chose qui n'aurait clairement pas dû être là. J'ai éloigné mon téléphone du Judas et me suis penchée pour regarder de plus près, scrutant attentivement le plafond visible à travers lui, mais je n'ai rien remarqué. Alors, j'ai sorti à nouveau mon téléphone et utilisé la caméra. Quand l'image s'est enfin mise au point, j'ai vu ça. C'était juste au-dessus de mon voisin. C'était quelque chose de la taille d'un petit chien. Le corps de la créature ressemblait à une chenille courte et épaisse, de couleur noire et marron. Son corps pulsait, passant d'une partie de la créature à l'autre, comme une vraie chenille. Des appendices sortaient de son corps dans différentes directions, si on pouvait les appeler ainsi, longs et minces comme des branches de saule, avec de nombreuses articulations où il se pliait. Chacune de ces haies appendices en comptait au moins 3, se terminant par ceux qui ressemblaient à des doigts, tout aussi minces et longs, avec de nombreuses articulations. Il y en avait au moins 10 sur chaque membre de la créature, mais honnêtement, je n'avais pas l'esprit à compter précisément. Directement au centre, juste au-dessus de mon voisin, cette créature avait un orifice d'où pendaient de nombreux tentacules minces et brillamment rouges qui se tortillaient sans fin, ressemblant à un bouquet de filaments rouges. C'était probablement sa bouche. 2 des appendices étaient positionnés derrière mon voisin et à chaque fois qu'il appuyait sur la sonnette de la porte, il bougeait légèrement, comme si la créature le contrôlait comme une marionnette maudite. À un moment donné, la créature a arrêté de sonner à la porte avec les mains de mon voisin, comme si elle avait réalisé que je n'allais pas ouvrir. Le corps de Georges s'est brusquement retourné et il est lentement parti vers l'ascenseur. Lorsqu'il s'est retourné, j'ai vu que 2 des appendices de cette créature étaient littéralement enfoncés dans son cou. Les doigts minces,
comme des aiguilles, étaient enfoncées profondément dans la peau, juste en face de la colonne vertébrale, au niveau cervical. Mais il n'y avait aucune trace de sang sur son cou. La créature rampait lentement au plafond derrière mon voisin, ou plutôt, il marchait derrière elle. En tournant au coin du couloir menant au palier devant l'ascenseur, la créature a disparu de mon champ de vision. Je n'ai pu m'éloigner de la porte que lorsque la chose a disparu de mon champ de vision. Ce que j'avais vu ne pouvait être rationnellement expliqué. Il va sans dire qu'après une telle expérience, je n'avais aucune chance de trouver le sommeil. Je me suis simplement assis dans la cuisine, buvant du café, regardant l'horloge murale, attendant que les aiguilles atteignent 6 heures. À cette heure-là, il commençait déjà à faire jour, mais il n'était que 2 heures du matin, et le temps semblait s'écouler terriblement lentement. Approchant de la bouilloire électrique pour verser une autre dose de café soluble avec de l'eau bouillante, j'ai failli la laisser tomber de mes mains à cause de la surprise. La lumière dans l'appartement s'est éteinte instantanément. Une vague de peur froide et collante m'a à nouveau submergée. J'ai allumé ma lampe de poche et activé la caméra de mon téléphone. Puis, je me suis dirigée vers la porte, regardant devant moi à travers l'écran du smartphone. Après avoir légèrement déplacé l'armoire qui se trouvait dans le couloir et ouvert le couvercle du tableau électrique, j'ai réalisé que le problème ne venait pas de notre appartement, mais du tableau électrique dans le couloir. En regardant par le judas de la porte, j'ai vu que l'escalier était plongé dans l'obscurité, ce qui signifiait que le tableau électrique de notre étage était complètement éteint. J'ai de nouveau utilisé la caméra de mon téléphone pour voir ce qui se passait dans le couloir. Et là, il était. Mais cette fois-ci, il n'était pas en face de ma porte. Il était suspendu directement au centre du palier. Il semblait attendre que quelqu'un sorte de son appartement pour vérifier ce qui se passait avec le tableau électrique. Heureusement, aucun de mes voisins n'a ouvert sa porte. Apparemment, tout le monde dormait et personne n'avait remarqué la coupure de courant. Les premiers rayons du soleil, je les rencontrais dans un état semi-fou. La seule chose que je voulais à ce moment-là, c'était comprendre ce que c'était que cette créature et s'il était possible de s'en protéger. Soudain, la lumière dans l'appartement s'est allumée, ce qui signifie que l'un des voisins est sorti de son appartement et a actionné l'interrupteur dans le tableau électrique. En regardant à nouveau par le judas de la porte, via la caméra, j'ai vu le voisin refermer simplement le couvercle du tableau électrique et rentrer chez lui. La créature qui apparaissait la nuit n'était nulle part en vue. Mais je n'avais pas l'intention de sortir de l'appartement pour le moment. Heureusement, c'était le week-end et je n'avais nulle part où aller. En m'asseyant devant mon ordinateur, j'ai d'abord commencé à rechercher sur Google des informations sur les phénomènes paranormaux et les créatures capables de prendre le contrôle des gens. J'ai lu beaucoup de bêtises ce jour-là, mais vers la fin de la journée, j'ai finalement trouvé un petit forum thématique. Ce qui était le plus surprenant et surtout utile, c'est qu'il était toujours actif, les derniers messages datant de la veille. Ayant terminé une simple inscription, j'ai immédiatement posté un message dans lequel j'ai brièvement décrit la situation avec la créature de la veille et j'ai demandé si quelqu'un ne savait pas du tout ce que cela
aurait pu être? La réponse est arrivée seulement quelques minutes plus tard. Ce parasite n'a pas de nom. Tu peux même le nommer toi-même si tu veux. Mais l'essence est simple. C'est un parasite. Si tu es infecté par lui, c'est fini pour toi. Contrairement à la plupart des autres parasites qui sont intéressés par la survie de leur hôte le plus longtemps possible, celui-ci, au contraire, cherche à éliminer son hôte le plus rapidement possible. Je peux te donner un conseil. Je ne sais pas pourquoi, mais cette créature ne supporte pas la sauge. Garde-en un peu avec toi, et tu auras beaucoup moins de chances de ressentir soudainement le désir irrésistible de sauter par la fenêtre. Après avoir terminé la correspondance, la première chose que j'ai faite a été de me rendre sur le marché en ligne et de commander à la fois de la sauge fraîche et déjà séchée. La puissance d'Internet est vraiment incroyable, que puis-je dire? Je ne sais pas si cela aidera ou non, mais maintenant je porte toujours avec moi dans ma poche un petit bouquet de cette plante. Heureusement, son odeur est agréable. Quant à mon voisin, cette nuit-là, il s'est pendu dans la salle de bain avec un porte-serviette. La raison, ni la police, ni les proches ne l'ont jamais comprise.